sans qu'il n'y ait plus aucun problème. Donc c'est toujours inquiétant quand la veille il y a un problème et puis que le lendemain il n'y en a plus. Or si je résume, je suppose que vous êtes tous au courant, le conseil de l'université a pris une mesure parmi d'autres, et je commence par celle-là, une mesure tout à fait insolite. En invoquant pour raison ou pour prétexte l'existence d'un trafic de drogue, alors qu'il semble un peu à tout le monde que s'il n'y a jamais eu des problèmes de drogue, notamment à Vincennes, il semble que depuis quelques années, ces problèmes soient de plus en plus secondaires et ont perdu même tout leur caractère aigu. Eh bien, en invoquant donc comme prétexte l'existence d'un tel trafic, le Conseil a décidé de faire appel à des vigiles, c'est-à-dire à une police, à une parapolice, à une police proprement universitaire, lesquels vigiles seraient amenés à contrôler les cartes d'étudiants. Pire encore, les cartes de professeurs qui devraient apporter des photos. Pire encore, les voitures elles-mêmes. Enfin bref, un contrôle complet. Les vigiles ont été mis en place. Il semble que 3 heures après, 4 heures après, le Conseil revenait sur sa décision. Du coup, notre inquiétude augmente. On se dit, ou bien ils ont fait vraiment une bêtise insensée, ou bien ça va être repris sous une autre forme. Or, ce que je tiens à dire, c'est que tout le monde voit bien les inconvénients prodigieux et le régime redoutable instauré par le contrôle des cartes d'étudiants à l'entrée d'une université. Tout le monde voit bien aussi que si drogue il y a, ça n'empêche évidemment rien quant au problème et quant au trafic éventuel de drogue. Mais moi je voudrais insister sur, dans la mesure où il y a toujours un risque que de telles mesures soient reprises, sur un aspect très précis, qui ne concerne même pas les étudiants étrangers, parce que les étudiants étrangers, c'est trop évident que le contrôle des cartes est une mesure qui porte sur eux d'une manière encore pire, encore plus dure. Donc ça c'est évident. Une chose qui me paraît moins évidente, c'est que, et à laquelle je tiens beaucoup, c'est que si un contrôle de carte d'étudiant est instauré dans une faculté, cela signifie que la porte est fermée à ce qu'on appelle les auditeurs libres, qu'ils soient étrangers ou français. Or, il me semble évident qu'une université qui ferme sa porte aux auditeurs libres est une université qui se ferme sur elle-même, qui tarit son propre recrutement et qui devient une espèce d'école au centre d'école supérieure, au centre de lycée. Donc, je crois que c'est essentiel, vraiment très très important, que l'accès d'une université aux auditeurs libres soit maintenu à tout prix. Parce que c'est eux en même temps qui servent comme de garantie que les étudiants inscrits et les étudiants étrangers ne seront pas soumis à des contrôles. Si l'on n'a plus le droit de faire appel à des auditeurs libres dans le cadre des UV, je dis qu'il y a un danger absolu pour tout. Je lis, parce que ça me paraît la merveille peut-être à utiliser pour l'avenir. Je lis la lettre du président, adressée au personnel enseignant. Je ne trahis aucun secret puisqu'elle se termine par « Vous êtes invité à faire connaître ces mesures aux étudiants ». Ces mesures ont disparu donc. Je lis donc « Un contrôle des cartes d'étudiants aux entrées du campus. Les enseignants, les personnels, les stagiaires de formation permanente, etc. recevront une carte individuelle ou une attestation. » Bien. Ces contrôles seront effectués par des professionnels. Ces contrôles seront effectués par des professionnels.
un ou plusieurs enseignants seront présents chaque jour à la loge. Vous voyez, le pauvre type de service, il faut donc qu'il accepte. Ce sera quelqu'un du conseil, puisque un ou plusieurs enseignants seront présents chaque jour à la loge pour examiner les cas particuliers. Entre parenthèses, auditeurs libres, visiteurs. Alors, moi je me dis ici, je demande là pour... j'ai l'impression que ici, et je ne suis pas le seul, il y a à peu près la moitié d'auditeurs libres. Qui c'est qui reste? Quoi? Je me demande s'il y en avait même un qui... C'est ça. Ah oui, je ne dis pas du tout que ce soit un cas particulier ici. Mais je suis sûr que nous sommes plus de la moitié en auditeurs libres ici. Alors, évidemment, moi, j'imagine rien que ici. Je suppose qu'il y ait 40 auditeurs libres ou 50 auditeurs libres. Vous rêvez, vous voyez, hein, quel embouteillage on ferait. Hein. Ah, c'est le seul type de riposte possible. Si ce contrôle, c'était... ça ferait... bon. Et alors, en même temps, j'ajoute, avant je voudrais votre avis à vous, que restent deux problèmes extrêmement urgents, même si l'on suppose que cette histoire du contrôle a disparu. Moi, j'y crois pas. Parce qu'il y a quelque chose d'évident. Pourquoi tout ça? Je veux dire, on ne peut jamais se dire que les autres sont plus cons que vous. Pourquoi ils sont mis dans cette situation? Annoncer le contrôle, mettre des affiches partout, et puis en un jour revenir là-dessus. Je dis, c'est évident que certains courants intérieurs à Vincennes même ont un très vif intérêt à la politique suivante. Comme c'est sûr qu'on n'y coupera pas au transfert, donc l'année prochaine, à la rentrée prochaine. Un certain nombre, même d'enseignants ou d'administrateurs, doivent se dire qu'il faut au besoin une épreuve de force avant. Qu'il faut une épreuve de force avant qui permettra une normalisation de l'université, de cette université, une normalisation de Paris 8 avant le transfert. Et en effet, de leur point de vue, c'est pas bête. Hein. Il s'agit presque de régler les problèmes qui risquent de se poser au moment du transfert, de les régler avant. Même quitte à faire de la provoque. Or, à cet égard, je dis que l'histoire carte d'étudiants était une provocation particulièrement visible, mais que se poursuivent, et le Conseil n'est pas encore revenu, sur deux autres mesures, à savoir l'ouverture de la faculté à la police des stupéfiants, et dans des conditions où là j'ignore, s'il y en a parmi vous qui savent, par exemple, qui dit police, dit port d'armes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des policiers armés qui se baladent? Quels sont leurs pouvoirs au nom de leur enquête sur les stupéfiants? Est-ce qu'ils peuvent arriver dans un cours, renifler s'il y a un petit joint, et interpeller quelqu'un? Quelle est la limite de leur pouvoir? Je ne sais pas, ça n'a jamais été dit à ma connaissance par le Conseil. J'aimerais beaucoup que le Conseil précise. Alors, en somme, il y a des hommes de la police qui se promènent avec des armes et qui ont le pouvoir d'entrer, c'est pas bon. Or, sur ce point, le Conseil n'est pas du tout revenu sur cette ouverture de l'université à la police des stupéfiants. Deuxième point extrêmement important, qui me paraît une question abominable, c'est que il y a eu, comme il y a dans toutes les universités, mais particulièrement dans celle-ci, il y a eu un petit nombre de faux dossiers. Ces faux dossiers sont liés et viennent d'une chose toute simple, de la situation des étudiants étrangers actuellement. Or, ces faux dossiers ont entraîné, ce qui à ma connaissance est rarissime dans l'histoire de l'université, a entraîné de la part du président, je crois bien que c'est lui qui nommément l'a fait, un dépôt de plainte, alors que les sanctions administratives ont toujours existé dans tous les corps professoraux, dans tous les corps de métier, et que généralement, il n'y a pas lieu. Et il y a une vieille tradition universitaire, je ne dis même pas quelle serait la tradition de Vincennes, c'est la tradition y compris des lycées, etc. Le recteur a certains pouvoirs disciplinaires, etc. On ne porte plainte qu'en cas d'assassinat. Enfin,
Or, au nom de ces quelques dossiers faux, plainte a été portée, ce qui est très grave. Surtout qu'un de ces dossiers faux, particulièrement grave, donc, comportait une fausse carte de séjour, je crois bien. Si bien que le type contre lequel plainte a été portée est évidemment extrêmement menacé. Or, c'est évidemment inadmissible de la part d'un président d'université de porter plainte pour des, pour des défaillances ou enfin, trouver le mot pour de nature administrative. Alors je dis que de nos trois problèmes, l'un a disparu soudain, merveilleusement, mais de manière incompréhensible. Le Conseil revenant sur cette histoire vigile et contrôle de plainte. Les deux autres problèmes restent. Je ne suis pas sûr que le premier problème ne nous revienne pas dans 10 jours, 15 jours. Et, ou même que quelque chose se fasse pendant les vacances de Pâques. Oui. Alors, ma question est que je crois qu'il serait très bon de prévoir des ripostes. Très bon également de ne pas oublier les deux points. Présence de la police dans l'université, premier point. Deuxième point, cette affaire de plainte pour trafic de dossiers, pour dossiers faux, et pour usage de faux. Ces deux points qui sont essentiels et pour lesquels il faut que le Conseil donne des explications, ou même le Président donne des explications. Voilà. Quant à la possibilité, en effet, que quelque chose se fasse pendant Pâques, j'aimerais beaucoup que l'on arrive à prévoir des ripostes possibles. Il va de soi que, par exemple, quelqu'un proposait, en effet, la possibilité que... Qu'est-ce qui a fait que ça a marché très bien c'était hier. C'est que déjà, le personnel administratif s'est groupé. Au lieu d'entrer sur une vieille technique, au lieu d'entrer un par un ou deux par deux, et de se trouver face à face avec un vigile, ils sont entrés en blanc. Donc les vigiles ont été immédiatement débordés. D'autre part, je crois que les étudiants étaient eux-mêmes ont employé une technique très efficace, c'est-à-dire on discutait beaucoup avec chaque vigile à 40 trains, ce qui renverse le rapport. Or, le fait est que tout heurt a été évité, donc c'est très bien. Ce qui m'inquiète encore une fois, c'est la manière dont le problème s'est brusquement évacué. C'est comme si on nous disait, mais qu'est-ce que vous avez mis? Il n'y a jamais rien eu, quoi, il n'y a jamais rien eu. Alors, il y a bien quelque chose, on n'a pas rêvé, mais il y a des choses qui continuent. La situation à quel égard? Donc il est très important, moi je vois bien, du côté des profs, je vois bien ce qu'on peut faire. C'est pas grand chose déjà, mais ce qu'on peut faire immédiatement, c'est assaillir le conseil de protestation et de déclaration, et de demande d'explication. Demande d'explication sur les pouvoirs accordés par la police, par exemple, etc. Protestation contre le projet des vigiles, il est marqué le maximum de désaccord. Voilà. Du côté des étudiants, j'ai pas été à l'Assemblée générale hier. Qui y était? Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été proposé? Alors, eh oui, retour à la base. Alors, parlons-en. C'est peut-être intéressant de jeter un coup d'œil sur la presse communiste ce matin, sur ce qu'il dit sur l'événement d'hier. L'humanité a rejeté tout simplement la responsabilité sur le Berlin, le PS,
C'est vrai? Parce que tout simplement, Ah, c'est lui qui est à l'origine du désordre vincenois à l'heure actuelle. Alors qu'on sait que les décisions prises par Merlin est cautionnées par le Conseil à majorité communiste. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est curieux quand même. On me faisait remarquer qu'en effet, le PC a une politique actuelle qui est extrêmement simple, qui est résumée par Marchais. Lorsqu'il dit entre la drogue et les Jeux Olympiques, que j'ai choisi les Jeux Olympiques. Mais que, très bizarrement, cette campagne contre la drogue, à un moment, encore une fois, on a tous l'impression que la drogue, on a tous l'impression, soit pour s'en réjouir, soit pour le regretter, que la drogue a cessé justement d'être un problème urgent. Alors, c'est assez curieux qu'il y ait cette campagne qui réunit François, souvent une formule bien éprouvée, qui réunit François et PC. Or, ce qui est très curieux, c'est que cette campagne anti-drogue éclate et couvre à peu près, enfin, 20 ans. Je veux dire, il y a l'histoire du lycée, c'est dans la Marne, hein, le lycée où le Parti communiste a lancé sa campagne anti-drogue, c'est à Vitry. Non, Vitry, c'est pas ça. Frédéric qui a été décidé. Non. Il y a Vincennes, c'est sûrement lié à des histoires aussi de municipalité. Alors, en effet, là, c'est quand même très curieux, pour reprendre ce que tu dis, la grande campagne que le Parti communiste a fait à propos de ce lycée-là, en attaquant les profs qui avaient soulevé la question des drogues dites douces, bon. Et puis, c'est comme une relance qui se fait à Vincennes. Il se fait là, un relais opéré par Vincennes. C'est très bizarre. C'est curieux aussi, c'est qu'on trouve le même discours que celui qui se donnait il y a longtemps quand même au sujet des îlots de sécurité, c'est-à-dire renforcer le dispositif policier pour rendre la vie quand même un peu vivable. C'est la politique longtemps défendue par le PC. Et là-dessus, on ne trouve pas un mot, par exemple, sur la question du vigile à l'intérieur du conflit. Pour être en sécurité, il faut renforcer le dispositif policier par la mise en place de fascistes du régime Giscard, tout simplement. Oui, oui. Oui. Et alors, il a fallu que les étudiants aillent en masse chercher le conseil. Et ils étaient bloqués là-dedans, ils ne voulaient pas sortir, ils voulaient passer par la fenêtre. Enfin, on Le avait conseil, il voulait sortir par la fenêtre. oui, Il n'y a plus de dignité. Du temps du président précédent, qui était Friou. Friou avait une technique bien meilleure. Friou était encerclé par des étudiants, il prenait la tête du cortège et allait se séquestrer lui-même. Je trouve que ça avait plus de souplesse, de diplomatie et de dignité que la fuite par les fenêtres. Vraiment fâcheux. Moi j'y vois deux aspects, ça ferait presque, on n'a pas fini de parler de ça, mais ça ferait presque transition avec ce qu'il me reste à dire en travail. J'y vois deux aspects qui sont confirmés un peu partout. Même trois au besoin. Trois aspects. C'est toujours une tendance à donner à des fonctions civiles une nouvelle structure militaire. Je pense à un point par exemple, on nous traite comme une usine atomique. Et dans une usine atomique, des balayeurs aux ingénieurs, ils ont un petit machin avec leurs photos, là, bon. C'est le passage sous un contrôle, même pas policier, c'est pas un régime policier, c'est un régime militaire. C'est la militarisation des fonctions civiles qui appartient à notre société très très profondément. Je prends un autre exemple qui nous touche tous. Bon, dans beaucoup de... Et là, ça rejoint... C'est bien qu'on... ça fait pas deux, je veux dire, ce qu'on a à se dire pratiquement là, et puis notre travail, très bien si ça coïncide. Je prends un exemple précis qui m'apparaît frappant comme militarisation d'une fonction civile. Je dirais la police, à la rigueur, c'est une fonction civile, c'est évident. C'est évident. Encore une fois, la police, c'est pas du tout la même chose que l'armée. Or, vous l'ignorez pas,
que dans un certain nombre de pays d'Europe, à savoir Allemagne, Italie, et comment dirais-je, je ne trouve pas mon mot, vous voyez, en effort pour les rejoindre en France, plus récemment, il s'est passé ceci, la revendication de la police, sous des formes plus ou moins directes, du droit de tirer à vue. Le droit de tirer à vue, on se dit c'est terrible. Hein. Ça s'est fait sous quelle forme? Ça s'est fait à ma connaissance sous 3 formes. Ça s'est fait sous des formes je dirais, la forme forte, les formes fortes et les formes sourdoises. Les formes fortes, ça a été en Italie avec la loi Reale et en Allemagne. Ce droit de tirer à vue invoquait pour raison l'existence d'un terrorisme. Donc, sur les terroristes, on tire à vue. Bon. La France, elle, dans la constitution d'un espace judiciaire européen, la France, elle s'est trouvée toute bête une fois de plus. Parce qu'il y avait volonté évidente dès le début d'un alignement sur cette nouvelle structure policière, mais nous, il nous manquait la raison de base, à savoir l'existence d'un terrorisme. Heureusement, Messrine est venu. Et on a rattrapé un peu grâce à Messrine. C'était l'ennemi public numéro 1. Ce que je veux dire, c'est que là a été fait une campagne qui préparait au lendemain et qui a été ensuite confirmée, à savoir que dès qu'il y a ennemi public, le droit de tirer à vue est acquis. Donc, à sa manière et sous une forme plus sournoise, la France trouvait le moyen de s'aligner sur le régime policier en Italie et en Allemagne. Alors, je veux dire une chose très simple, c'est comme mon premier point. Lorsque la police a le droit de tirer à vue, c'est évident que le tir à vue, c'est quoi? Mais c'est un régime qui n'est plus du tout le régime policier. C'est le régime militaire, c'est le régime de guerre. Le tir à vue, c'est la guerre même. Donc là, la revendication, même quand elle est conditionnelle, dans certaines conditions, la revendication policière de tirer à vue a comme sens immédiat, il me semble, une espèce de militarisation de la police, à savoir l'assimilation de la fonction policière à une fonction de guerre. Deuxième point, ce qui implique Ce qui implique une toute nouvelle catégorie, et ça on le sait tous, une toute nouvelle catégorie d'ennemis. Puisque l'ennemi, c'est la notion propre à la fois à l'armée et à l'état de guerre, la militarisation des fonctions civiles dans l'État ne peut se faire que si on forme un concept fort et nouveau d'ennemi. Alors l'ennemi, c'est quoi ? À ce moment-là, c'est la fameuse notion. Cette notion a déjà été très élaborée, aussi bien par les juristes que par les spécialistes de la défense nationale. L'ennemi devient l'ennemi quelconque. Et la notion d'ennemi quelconque est une notion, actuellement, je crois, qui n'a pas encore reçu son plein statut, mais et qui le recevra. Les juristes travaillent là-dessus, les militaires, les généraux travaillent, les revues de défense nationale sont encombrées d'articles sur l'ennemi quelconque. Alors l'ennemi quelconque, on voit très bien, ça peut être aussi bien le trafiquant de drogue, oui, c'est l'ennemi quelconque, ça peut être Messrine, ça peut être le terroriste, mais ça peut être l'autonome, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être... Or, vous voyez pourquoi j'insiste sur ce point, c'est que ça m'intéresse beaucoup, parce que l'ennemi quelconque, c'est typiquement une notion axiomatique. C'est évident, ça fait partie de la théorie de l'objet quelconque. Donc, pour moi, ça m'intéresse théoriquement, outre que ça nous soucie pratiquement. Et enfin, ma dernière remarque, ce serait ceci, c'est que dans ce régime donc, de militarisation des fonctions civiles, avec comme base un ennemi quelconque qui, à la limite, est extraordinairement fluent, puisque chacun de nous peut être ennemi quelconque sous tel aspect. C'est vraiment l'axiomatique qui se met en marche. Eh bien, on retrouve là une formule où
une situation de fait qui a été très bien analysée, il me semble, par Virilio. À savoir l'idée, l'espèce d'organisation de la sécurité. Je pensais justement, parce que quelqu'un vient de parler justement d'ici de sécurité, etc. L'organisation d'une sécurité fondée sur une gestion des petites insécurités. Et c'est très curieux, ça. C'est une formule moderne, ça. La gestion, on pourrait dire la gestion des insécurités moléculaires, qui ne fait qu'un avec l'organisation d'une sécurité. Alors, c'est très curieux, je veux dire, si vous prenez le spectacle d'une ville actuellement, quand même, il y a un truc qui est très curieux, c'est du domaine de la vie quotidienne, hein. Mais ces villes qui sont perpétuellement, par exemple, sillonnées de voitures de médecine d'urgence. Or, la médecine d'urgence, vous voyez, ces petites voitures, ou bien les ambulances, tout le temps. C'est très curieux parce que il y a des médecins d'urgence qui ont posé, des gauchistes, qui ont posé une question, il me semble, très intéressante sur la nature du métier qu'on leur faisait faire. Parce que quand on n'est pas au courant, par exemple, on a tendance à se dire, ah ben oui, la médecine d'urgence, c'est quand même pas mal, parce que, bon, si une vieille dame se casse la jambe chez elle, une pauvre vieille, il y a des urgences, c'est vrai. Mais les médecins d'urgence disent eux-mêmes que ce sont des cas extraordinairement rares. Que les urgences, ils ont par exemple, s'ils font 20 cas ou 30 cas, je ne sais pas, ils ont 2 urgences, quoi. La vieille au col de feu du Gémur, c'est rare, quoi. Ce qui arrive, c'est quelqu'un qui a un rhume, oui. C'est quelqu'un qui a un rhume, ou bien qui se dit, tiens, j'ai mal à la tête, je dois avoir quelque chose, j'ai de la tension. Il appelle pour se faire prendre sa tension, le médecin des urgences. Pourquoi il l'appelle? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de généralistes. Il n'y a plus beaucoup de médecins de médecine générale. Et ceux qui restent, ils ne se déplacent pas. Donc, vous voyez que, là, je veux dire une chose très simple, on comprend que l'atmosphère d'une espèce de grosse sécurité, grâce à la médecine d'urgence, vous pouvez être soigné quand vous voulez, en 10 minutes, etc., se fait en même temps par une gestion des petites insécurités, à savoir la ville sillonnée par ses voitures, les ambulances, etc., le caractère, comme disent les spécialistes, le caractère organisé de la ville comme stress permanent, comme une espèce de stress d'agression permanente. Et c'est sur ce fond de 1000 petites insécurités programmées que se font l'administration d'une sécurité durcie, d'une sécurité militarisée, d'une sécurité militaire. Alors ça coïncide très bien avec la détermination en même temps d'un ennemi quelconque. Quelconque, c'est votre voisin, gestion des petites insécurités, les jeux radiophoniques, enfin tout ça, etc. Renseignez-vous sur votre voisin, bon, enfin les fameux jeux de la télé allemande, qui ont cours aussi chez nous. Voilà. C'est la détermination, c'est plutôt la position, c'est cette nouvelle fonction. La fonction de l'ennemi quelconque, qui accompagne, qui sert de corrélat à la militarisation des fonctions civiles, d'une part, et d'autre part, à l'espèce de sécurité militaire qui sort de la gestion des petites insécurités. Alors bon, à la drogue à Vincennes, hein, une espèce de drogue moléculaire, bon, même si c'est pas de la drogue, c'est l'équivalent de la drogue, Vincennes c'est une drogue. Et puis là, une espèce de sécurisation, le président dit, ah ben oui, ah ben, vous voyez, la sécurité, ça va être la brigade des stupes. Bon, voilà. Ouais, alors pour en revenir à la pratique, oui, est-ce qu'il y a une date du prochain conseil? 15 mars. Samedi là. Non, c'est Samedi, non, samedi en 8, oui.
En tout cas, vous me dites que Merlin a dit que il n'était pas question que les plaintes soient retirées, c'est ça? Hein? Sur la brigade, sur la présence de la brigade dans l'université. Ah bon? Quoi? Et quels sont, encore une fois, est-ce que la question a été posée de quels sont les droits de cette brigade? Je veux dire, est-ce qu'elle a le droit d'intervenir dans les UV? Normalement, si c'est le flagrant délit, ils peuvent entrer ici et... Non, ça c'est autre chose. Ma question, c'est est-ce qu'ils en ont le droit? Que... Oui, mais c'est peut-être une mesure d'autre chose. Si, parce que je serais bien d'accord avec toi pour dire que leur intérêt, ils doivent s'en foutre complètement de ça. Mais si on leur dit de faire telle chose, ils le feront. Oui, mais ça néglige mon seul argument, auquel je pense très fort, qui est que, dans le ministère, que certains courants intérieurs à Vincennes aient l'intérêt d'une épreuve de force avant le transfert. Certes non, mais le Parti communiste, d'accord. Le ministère, j'en suis moins sûr qu'il ne puisse pas... Toi, tu as confiance. Non, mais... Moi, je ne vois qu'une chose, en effet. Comme riposte, par exemple, je reviens à l'histoire des vigiles. Si l'histoire des vigiles revenait, il y a une idée immédiate, évidemment, c'est que tous les étudiants, aucun étudiant ne présente sa carte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils n'ont pas leur carte. Bon. Ma question déjà, si l'on essayait, il y a un appel très juste à ce que des choses soient élaborées dans les UV, si cela se faisait, je demande, est-ce que les étudiants étrangers seraient particulièrement en danger? Ils sont évidemment plus vulnérables. Bah, Quoi? non, c'est pas sûr. C'est eux qui ont leur carte, justement. Évidemment. Mais moi, il me semble que dans une affaire comme ça, c'est regarder. Je pourrais
on va être amené à ça justement. Parce que il y a des séquences de faits qui vont être ponctuées. Et quand Moi, je pense qu'il y a quand même une Attends, chose. il n'a pas fini. Ah bon? Je crois qu'il n'a pas fini. il y a une ambiance, cette réaction a été prévue par des gens qui ont des Le retrait des vigiles, hein. C'est ça. La majorité qui a décidé de revenir sur la est une infime majorité. Moi, on m'avait dit 13 contre 12, soit 14 contre 13, par exemple. Ouais, mais ça, est-ce que tu as l'impression que personne n'y croit? Que personne n'y croit? Ils le disent, mais personne n'y croit, ça. Ouais, et si je reviens? Quoi? Oui, justement, l'assainir avant le transfert. Hein, je reviens là-dessus. Parce qu'il y a un certain nombre de départements, si vous voulez, qui, en gros, emmerdent les normalisants. Hein. Les départements qui emmerdent les normalisants, c'est, par exemple, je ne dis pas que c'est le seul, c'est la philosophie. Pourquoi? Parce qu'on est dénationalisé, privé de tout, dans une situation catastrophique. Et c'est évident que, par exemple, le département de philosophie a un besoin comme d'oxygène, d'auditeurs libres. Mais c'est eux qui ont même fait la situation puisqu'ils ont enlevé les diplômes. Donc il peut y avoir au département de philosophie ou des auditeurs libres ou des gens d'autres facs. Oui. Ouais, Donc C'est qu'un problème de. ouais. C'est un Ou problème des de sous-dominants. jalousie. Des dominants, mais il y en a très peu qui pourraient interroger la salle. C'est un département où il y a un licence française. Ici, oui, mais sans diplôme. Si, mais c'est un diplôme de Vincennes. Oui, c'est un diplôme de Vincennes. Donc ils veulent nationaliser un nouveau diplôme avant le transfert. Ils veulent liquider le département de philo qui a liquidé maintenant. Ils essayent depuis 7 ans. L'Institut, il Je crois faudrait... qu'ils ne peuvent même pas jouer là-dessus, c'est-à-dire que à la limite, nous-mêmes on sait très longtemps que, encore une fois, les gens qui peuvent regarder Vincennes à Vincennes, ceux qui appellent la police, c'est donc ne peuvent pas nous voir de toute façon. Oui, en plus. Un peu dehors, comme d'autres départements. Toutes les histoires laboratoires de Ce que je langue. vois, c'est que 900 personnes qui ont fait le savoir par exemple, c'est pas ça qui est maintenant en jeu. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas capables actuellement d'engager des négociations avec là-bas, parce que là-bas, c'est très compliqué. Parce que le conseil, je crois que j'ai l'impression que c'est des gens qui sont au conseil. Le conseil, c'est le CEPS, c'est de côté les milieux locaux. C'est des gens qui sont à peine mandatés, mais ils tiennent l'université, ils ont des idées pour la craquer, pour la serrer fort. Ils savent que c'est chez eux que ça va être si jamais on se fait, comme tout le temps de faire. Je pense que c'est de faire mal au maximum, d'épurer au maximum, et ce sera qu'une fois que je réussis, ça arrive, qu'à ce moment-là, quand ils se lancent, de toute façon, dans un pays, ils ne sont pas Ouais, on va pas rigoler. ils n'ont pas les moyens de discuter de normalisation. C'est pas le cas actuellement. Je crois que parce qu'ils sont traversés par beaucoup de chance. C'est une machine, pas une machine. Et tu dis, mais la normalisation, elle est faite dans une majorité de départements. Bien entendu, mais ceux qui restent, pour ceux qui restent, tout le monde sait dans la situation actuelle à discuter. Parce que ça se passera mal. Je pense que pour eux, qui l'habitaient, c'est passé assez vite. Oui, le passage à Saint-Denis.
Je ne vois pas leur intérêt. Je ne crois pas que ce soit des gens qui croient qu'on soit faire des passer là-bas. Non. Ça d'accord, et on est toujours surpris. On se dit, ah ben ça, j'avais pas pensé à ça. Donc qu'est-ce qu'ils préparent maintenant? C'est pas eux qui préparent, je crois. Saint-Denis, c'est un local spécifique. Ils savent qu'ils sont en protection. C'est pas nouveau, sauf qu'ils espèrent que cet argent-là, donc oui, mais est-ce que tu es d'accord sur le principe suivant? Tu crois qu'ils en ont assez de payer nos chargés de cours? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Aller à Saint-Denis quand on ne veut pas aller à Saint-Denis, ils sont à la bonne place. Oui, mais encore une fois, notre problème c'est ceci. N'est-il pas vrai qu'avant d'aller à Saint-Denis, ils ont besoin de faire un coup? Oui. Mais moi... Ils ont dit qu'ils allaient fermer la fac. Oui, oui. Oui. Le coup est fait. Il y en a qui disent le coup est fait. Quelque chose de très intéressant dans les événements d'hier, c'est que pour la première fois, l'illusion longtemps entretenue à savoir qu'il y a comme ça une espèce d'alliance entre les Valenciennois qui fait que nous opposons tous contre le ministre, son invité est complètement tombé. Maintenant, la contradiction est apparente entre le Conseil et les intérêts tout simplement des étudiants. La preuve de force, d'après si vous voulez, le Conseil hier est la meilleure. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait penser que finalement, les auditeurs libres sont beaucoup plus menacés que même les étudiants étrangers. Parce qu'en fait, dans la logique communiste... Ah si, ça... Oui, non mais les non-bacheliers aussi. Non mais ce que je veux dire, c'est que dans la logique communiste du travail, enfin prenons le travail sans penser à la fac, je veux dire que quelqu'un qui viendrait dans un endroit, enfin dans un bureau ou dans une usine comme travailleur libre, c'est-à-dire qui ne voudrait pas être payé, je veux dire qu'un communiste, c'est vraiment la chose qu'il ne supporterait pas, parce que justement, il sait par excellence ce que c'est que le travail. Je veux dire, il ne fait que parler du monde du travail. Et donc, si on reprend la même situation par rapport aux étudiants, c'est sûr que, comme disait Gilles tout à l'heure, à partir du moment où il reste des étudiants libres, il peut rester et des étudiants et des étudiants étrangers et des étudiants non bacheliers. Ça, c'est évident. Mais tant qu'il n'y a plus d'auditeurs libres, je veux dire que, alors là, il n'y a vraiment plus rien. Je veux dire, le reste disparaît en même temps. Oui, c'est ça. Bah, évidemment. Bah, ils sont jaloux parce qu'ici, il n'y a que ça, évidemment. Mais ils sont... Moi, ce que je crois, c'est que le Conseil et nous, on est obligés, par la force des choses, d'avoir à évaluer la diffusion du ministère, et qu'eux, ils font Quoi? Oui, 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 oui. Et quand l'an prochain, il va se faire quelqu'un à l'étranger, parce que le ministère c'est gratuitement, Je crois que, enfin, j'en suis pas sûr, qu'une crainte possible, une de leurs craintes possibles serait que
les conditions du transfert sont évidemment catastrophiques. Ils peuvent craindre que les conditions du transfert, il y a du pour et du contre. C'est pas sûr que le fait même du transfert n'élimine pas tous les problèmes. C'est-à-dire que les gens habitués à Vincennes ne retournent pas. Le lieu changeant, ils n'iront pas là-bas, que tout se passe tranquillement. Mais il y aura aussi, vu l'exiguïté des surfaces, il y aura vraisemblablement un démantèlement. C'est-à-dire qu'il y aura des départements qui seront regroupés, par exemple les départements pas normalisés, seront probablement mis dans des espèces de sous-ghettos. On peut penser que les conditions du transfert ranimeraient des forces de protestation, même de la part d'étudiants actuellement normalisés, relanceraient une espèce de truc. D'où, et je présente ça comme une pure hypothèse, je ne suis pas du tout sûr que à chaque fois que je prévois quelque chose, je me trompe. Alors je dis, moi j'ai le sentiment qu'ils cherchent quelque chose avant. Je ne suis pas sûr. Si tu me dis non, pourquoi je ne suis pas sûr. Oui. Moi j'ai l'impression qu'il y a une chair d'un coup de force avant. Quoi hein? Il paraît qu'il y a des titres qui sont arrêtés en Italie. Vous avez un coup de suite et son téléphone ne bouge pas. Et on leur a dit que celui-là, on ne peut pas dans cette histoire-là, que les Italiens ils avaient des terroristes et que nous en France on avait les mais je crois que c'est vrai, je crois que aller voir la préfecture ce qui se passe, même en ayant des papiers en règle. Oui, ça depuis longtemps, hein, oui. Mais les taux sont sur Oui. Je ne suis pas d'accord pour cette histoire de degré parce que là, ça veut dire qu'il y a une notion très fondamentale à séparer les étudiants, les émigrés étudiants et les émigrés travailleurs. Les étudiants et les émigrés en tant qu'étudiants, ça fait partie du politique universitaire de la France qui a été toujours voulu. Et ça, ils sont pas prêts au fur et à mesure à se débarrasser de ces gens-là parce que ça sert à l'enjeu. et les problèmes dans les autres facs en France. Pourquoi ces gens-là ils sont pas... Non, tu as raison, mais tu n'as pas raison en fait. Parce que c'est vrai ce que tu dis. Il n'est pas question de tarir l'immigration étudiante en France. Mais il est tout à fait question d'en changer complètement la nature, en double accord entre le gouvernement français et par exemple les gouvernements africains. Mais moi ce que je sais, les 32 000 ici, il y a 10 000 places à Saint-Louis, je ne sais pas, il y a 32 000 inscrits à part. Il ne faudrait pas le problème des préinscriptions. Désolé par le conseil. Oui. Il faudrait que les gars aient leur dossier de leur pays respectif. Oui, C'est l'administration du pays duquel tu sors qui te donne le dossier, qui donne l'autorisation d'aller s'asseoir. Oui. Et pas de n'importe quelle université. Ouais. Ici, à partir du moment où tu as ton dossier de profession, Je pense qu'on préfère qu'un étudiant tiers-monde vienne étudier en France que d'aller en Allemagne. À mon avis, tu négliges un point très important. C'est que ce que tu dis n'est vrai que très généralement. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que le recrutement des étudiants étrangers en France, par exemple des étudiants africains, tend à changer. À savoir, seront autorisés à suivre des études en France, au besoin le même nombre, mais un nombre garanti et où chaque spécimen sera garanti par le gouvernement d'origine. Il y a une autre chose, quand on demande aux Pakistanais ou aux Indiens ils parlent le français, dès le départ ils sont éliminés dans les pays d'Asie où on ne parle pas le français. Quand on va à l'ambassade pour demander un visa, et on vous demande si vous parlez français, si vous ne parlez pas français, ben vous ne pouvez pas... C'est vieux, c'est que 2 ans. Oui, c'est ça, justement. Oui. Bah tu sais, 2 ans c'est tout récent, hein. C'est pas vieux. C'est vieux quand même. Ouais. Moi je vois, si l'histoire, je reviens à l'histoire des vigiles, hein, si l'histoire des vigiles se reproduisait, je vois, alors c'est à vous de dire ce que vous pensez, je verrais comme riposte immédiate, je ne dis pas à longue portée,
comme riposte immédiate 3 choses comme simultanées. Maintenir cette vieille technique du groupement. Par exemple par UV. Ceux qui suivent cette UV, eh ben, on se retrouve tous, donc ça fait par exemple, mettons, entre 50 et 100 personnes. Et on arrive en bloc. Là-dessus, ça se diviserait comme en 2, pratiquement. Il y aurait les inscrits à Vincennes qui disent, mais en bloc, il ne s'agit pas de le dire un par un, on n'a pas notre carte. Vous me direz, bon, et puis après, on va voir. En revanche, les auditeurs libres feraient la démarche inverse. Ils iraient au contrôle, où il y aura le pauvre type de service, et ils diront, voilà notre cas, nous sommes auditeurs libres, et moi, en tant que prof, je garantis que j'en ai absolument besoin pour des 40, des 50, des 100, très bien. Même à ce moment-là, on m'en inventera des auditeurs libres, que j'en ai absolument besoin pour le fonctionnement normal de mon niveau. Ça fait de l'embouteillage, mais comme mesure immédiate. Hein. Troisièmement, et simultanément, ce que je proposerais presque, mais il faudrait que vous soyez d'accord, même là, on parle comme ça, c'est le petit projet, voir s'il n'y a pas moyen de s'entendre pour une semaine ou 15 jours, avec la cartouche, qui n'est pas loin, et continuer à faire cours dans d'autres locaux. Ce qui est, ils ont des problèmes. Quoi? Ben c'est bien, alors ils nous laisseraient des granges. Hein? Et on irait travailler là-bas. Bon, ça ferait une espèce de situation de force. On serait dans une espèce d'illégalité, puisque il est tout à fait interdit de faire cours ailleurs que dans les locaux de l'université. Mais notre argument serait qu'on nous a retiré les conditions d'exercice de cours normaux dans l'université. Alors, je vois, encore une fois, c'est pas du tout ça à longue portée, c'est à portée immédiate. On peut faire ça, on peut tenir 15 jours sur ce mode. Moi, je trouve que c'est très important parce que justement, ça permettrait une ouverture dans la logique dans laquelle nous nous enfermer. Ouais, ouais. Action, réaction, en réalité, là, on entre dans... Ouais. Parce que moi, je trouve que Ils aimeraient assez la fermer. Oui, mais hier, on avait c'est fait des choses très bizarres. Moi, je trouve que c'était trop facile la distance d'hier. Normalement, ça... Moi aussi. Ah ben, j'ai le même sentiment que toi. Je trouve ça très louche. Ça. Je pense qu'il faut enlever les déchets pour les ramener dans 15 jours. Il y a une épreuve de force. À partir de cette épreuve de force, fermer la trappe. Mais il pouvait l'avoir, les profs de force. Mais non, ils ne voulaient pas l'avoir hier. Moi, je trouve qu'il y a un dosage dans... Ils veulent un petit texte. Ils veulent vraiment un petit texte. Doute en insistant sur la prochaine réunion dans 15 jours. Oui, parce qu'il fallait lire le texte. Bon, ils ont remis en question tout ce qu'ils avaient voté hier. Enfin, c'était un texte qui remettait en question tout ce qui a été voté hier. C'est-à-dire le retrait des vigiles. La brigade des stupéfiants. La brigade des stupéfiants. Non, en quoi ils leur mettaient en question la brigade? Mais ils vont revoter ça, mais il a dit. Ah bon, ah oui. C'est la pression, en C'est-à-dire fait. qu'ils peuvent revenir sur ce qui a été voté. Ah, oui, Le définitif n'a été voté hier. Ah, ils ont fait une suspension provisoire. Et ils ont remis à 15 jours. On va voir comment ça va se dérouler durant ces 15 jours. Et puis on verra. Je pense que le problème se pose aussi au sujet de la brigade des stupéfiants. Bon, j'ai communiqué l'information dans le cours de Châtelet hier. Je me réfère à l'article paru dans Le Monde de samedi. Ouais. Les dealers en question, ils sont connus de la police. Moi personnellement, j'ai lu le procès verbal du procureur de la République. Le journaliste, le dealer avec lequel s'est entretenu le journaliste du Monde, qui n'a pas dit toute la vérité, bien entendu, il a été relâché. La police lui a fourni la drogue sur place, sur le campus même. Il a été arrêté sur le champ. Bien entendu transféré, présenté au parquet, le parquet a fait son procès verbal, et puis ils l'ont relâché. J'ai lu moi personnellement le procès verbal du procureur, c'est scandaleux. Et puis le journaliste n'a rien dit là-dessus, bien entendu. Donc la question de la brigade stupéfiante sur le campus est complètement absurde, parce qu'on les juge, on les relâche. C'est tout simplement une campagne de propagande que le gouvernement met en place, et qui trouve bien entendu sa justification chez les autorités de l'université, bien entendu le conseil.
Donc parler de la présence de la brigade d'instruction sur le campus, je trouve ça inqualifiable et puis sans aucune finalement parce que la complicité vient d'en haut quand même. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut être très prudent parce que, enfin, tu disais tout à l'heure qu'il y avait, enfin, pas une nouvelle militarisation de la vie civile, mais qu'en quelque sorte, juridiquement, on était en train de créer un ennemi quelconque. Je veux dire qu'en fait, peut-être aussi que la manière de créer un ennemi quelconque avant de la créer juridiquement, c'est peut-être aussi cette chose et qui a l'air si facile que tout le monde soit prêt à être un ennemi. Je veux dire, moi ça me semble vraiment à chaque fois toujours tellement dangereux. Enfin, je veux dire, on est toujours aussi tellement prêt à être des ennemis. Je sais pas, il faut être très prudent parce que bon, c'est quand même, enfin. Bon, hier, il y a cette chose qui est décidée, voilà, lundi 3 mars, à partir du lundi 3 mars. Mardi 4 mars, plus rien. Dire, effectivement, ce retrait, moi, me semble quand même presque plus curieux que la chose elle-même. Bah oui, alors on est bien d'accord. Moi, je trouve aussi que c'est très, très... Vous voyez ? Quand est-ce qu'il a dit ça ? Qui a été déclaré à la police qu'il y avait des agressions aux armes blanches dans l'université et qu'à partir de là, ça avait entraîné l'interview du journaliste de ce soir, puis celui du Figaro, et puis la du Louvre, et puis tout ça, ou bien si c'est la police, il y a quelque chose, mais j'ai pas l'impression que c'est la police, puisqu'il a fallu que Merlin pose. Alors ce que je me demande, c'est s'il y a un article de journal d'abord. Oui, c'est d'abord, enfin, la réaction, ça a été d'abord une réaction à l'article de François, puis il y a un certain nombre de gens qui travaillaient, enfin des gens, du personnel, et qui ont porté plainte auprès du conseil, et puis il paraît que Merlin, après l'article. Oui, après l'article, Merlin, elle a été voir le conseil avec un couteau à la main, bon c'est la bagarre, c'est la pagaille sur la PAC. Ça c'est des histoires, parce que il y a des journalistes, il y a des journalistes, ils ont commencé à poser des questions à des gens, et les gens répondent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire là? Toute une histoire. Ils ont pris tous les événements qui ont été passés depuis 77, ils les ont cernés pour faire un texte ou un article en disant que 25 c'est réagissant. L'article de François. Écoute, de toute façon, c'est l'article de François qui est à l'origine de tout cela. Il y a eu une réaction un peu brutale de la part des autorités de l'université qui ont mis en place ces décisions draconiennes que tout le monde sait. Le jeudi 21 ou par là, il y avait un membre de personnel qui a été agressé par quelqu'un qui était soi-disant trafiquant et qu'il avait menacé d'un couteau ou quoi, et c'est à partir de cela qu'il y avait des mesures. Ouais. Parce que je sais pas, si on va faire à penser que chaque fois qu'il y a un truc de François, il y a le pouvoir en haut qui s'est mis en demande pour dégommer quelque chose, ça fait du délire parce que François... Tu rigoles, tu dis c'est du délire, moi je vois aucun délire à croire, comme ça a été dit et redit 1000 fois, qu'un coup de téléphone d'un cabinet de ministère suscite un article dans François. Ça fait partie, il faut pas invoquer le pouvoir comme ça. Ça s'est toujours fait comme ça dans François. C'est d'accord. Là, c'est possible. Mais alors, à ce moment-là, ce qui est surprenant, c'est l'adéquation comme ça impeccable et la réaction vraiment au quart de tour du conseil à cette attaque. C'est pour ça que je me dis quand même, imaginez que le pouvoir complote, ok. Imaginez que le conseil complote, ok aussi. Mais imaginez qu'ils complotent ensemble. Et non, parce qu'il y a autre chose. On peut imaginer une quatrième chose dont tu ne tiens pas compte, c'est qu'ils se trouvent réunis dans des buts extrêmement différents. Par exemple, c'était déjà frappant en 77 qu'il y avait évidemment, au moment de la campagne, qui parlait d'un trafic énorme de drogue à Vincennes,
il y avait deux politiques possibles. Il y avait la politique du Conseil et du Président disant, et même en rajoutant, disant « Oui, oui, c'est effarant et vous ne savez même pas tout », ce qui était quand même une réaction très curieuse de la part d'autorités universitaires. Hein. Vraiment, ils en rajoutaient. Hein. Ou bien il y avait l'autre politique consistant à dire « Vous faites chier, il n'y en a pas plus qu'à Sancier, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Enfin, il ne faut pas jamais dénoncer les voisins, mais enfin, c'est pas, ça se voit peut-être plus parce que, mais enfin, bon. Or, déjà à ce moment-là, on a vu une espèce de bizarre conjonction des autorités universitaires, souvent de gauche, avec les soucis du ministère, hein, pour lancer cette campagne. Il n'y a pas de doute qu'ils ont des buts différents. Par exemple, que lorsque Marchais dit l'ennemi c'est la drogue, il n'a pas exactement les mêmes buts que la brigade des stupéfiants. Je suis comme toi, moi je préfère les buts de la brigade des stupéfiants qui me paraissent moins... s'ils se rencontrent, ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes buts. Pas que ce soit ça. Mais c'est curieux parce qu'en même temps que pour nous la drogue, je veux dire, bon, il y en a presque plus, ça n'existe plus, disons. Mais en même temps, c'est justement, enfin, un événement. Non, mais comme on dit, enfin, dans le sens. Bon, si tu veux, un événement, ça fait un certain moment un bruit très fort, et puis après il y a des retombées. Les retombées, c'est tout le temps du silence. Et puis après le silence, je veux dire, parfois on commence à en parler. Bon, là c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la drogue, c'est véritablement maintenant le moment où dans toutes les banlieues, que ce soit les banlieues riches ou les banlieues pauvres, tous les gamins sont en train de prendre de la drogue, et c'est véritablement le moment où chaque mère de famille, chaque personne de toute la France est en train de vivre réellement le problème de la drogue. Alors qu'avant, c'était nous qui prenions de la drogue et que c'était une chose comme ça, mais que les autres ne pensaient pas. Je veux dire, maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie, comme maintenant, je veux dire, exactement de la même manière que les mères maintenant décident de donner leur pilule à leur fille. C'est devenu un problème municipal. C'est devenu une espèce de problème municipal. C'est tout à fait un problème municipal. C'est plus le problème de la guerre. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que tu sais, toi, est-ce que c'était des vigiles du rectorat? C'est ça, c'est très différent, hein, très différent. Embauché au niveau de... Bien sûr, c'est ça le seuil nouveau. Ça a été la demande au rectorat, oui. Comme ils disent si bien, oui. C'est des professionnels, bah oui. D'ailleurs, ils le disent, des vigiles ont été demandés au rectorat. Saint-Denis est touché aussi au niveau municipal. Là, il y a une grande campagne à Saint-Denis pour la répression de l'inhalation de la colle de rustine en milieu lycéen. Ah oui. Non, c'est vrai, ce que Claude vient de dire est très juste, je crois. Que c'est moins que le problème de la drogue ait en effet disparu, c'est qu'il s'est complètement municipalisé. C'est-à-dire c'est au moment où il ne se pose plus dans l'université comme tête de je ne sais pas quoi, c'est à ce moment-là qu'il est relancé et qu'on fait la relance qui consiste à dire mais tout ça c'est la faute à l'université. Et entre autres à Paris. Mais parce que dans la tête des gens ça vient d'ici. Ouais. C'est vrai que la drogue actuellement ça n'a pas beaucoup de mais c'est bien pas aussi que le pouvoir central qui tient beaucoup à Oui. C'est-à-dire que les municipalités... C'est pas vraiment notre problème, c'est aussi la discuter de drogue avec Merlin. C'est pas notre problème, mais ça nous aide à comprendre dans notre bouillie. Parce que les municipalités... On en toutes.
réponse, et une réponse va déclencher le problème. Ouais, Une réponse à un discours bipartisan sur la traque. ouais, ouais, ouais. Je sais que les Indiens ont perdu la guerre. Ouais. Oui. Oh non, mais toutes les municipalités, moi je travaille à Ville d'Avril, à Versailles, les banlieues riches, c'est fou, mais on ne parle, les bonnes femmes ne parlent que de ça. Mais je veux dire que les municipalités sont en train de penser comme elles se situent géographiquement, c'est-à-dire elles n'arrivent à penser que par rapport à la capitale, c'est-à-dire si tous les enfants des municipalités sont en train de prendre de la drogue, c'est que ça vient de la capitale, je veux dire. Eux-mêmes n'ont pas eu envie de prendre de la drogue. S'ils en prennent, c'est qu'on leur en fournisse. Je veux dire, donc, au bout du résultat, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait Vincennes ou un endroit comme ça pour... Enfin, je sais que dans toutes les municipalités, les gens sont tout à fait d'accord pour que les flics soient à Vincennes. Oui. Alors, est-ce que vous voyez d'autres choses, encore une fois, à très court terme, si l'histoire des vigiles reprend, qui est la plus visible, qui est peut-être pas même la plus importante, mais qui est la plus visible. Si cette histoire des vigiles a été relancée par le Conseil, est-ce que, en gros, vous seriez d'accord, est-ce que vous voyez d'autres choses que les trois toutes petites ripostes immédiates que je vous propose? Mais comment on fait pratiquement? On se reconnaît devant la porte d'entrée? Évidemment, on se retrouve avant la rentrée. Je crois que s'il y a une mobilisation, il n'y aura pas de vigile. La mobilisation, c'est maintenant qu'il faudrait la faire. On va attendre 2 jours, mais rien va décider d'amener les vigiles. Alors, sous quelle forme? Que faire avant? Oui, que faire avant? Sauf protestation, conseil, etc. Oui. Moi, je pense que le coup a très bien marché, effectivement, parce qu'ils ont dit on va mettre des vigiles aujourd'hui, ils ont mis des vigiles. Bon, et puis ça y est, on voit plus rien. Mais on voit bien que maintenant, il n'y a plus de temps. Et les vigiles, entre le problème officiel et une différence. Parce que si on attrape des stupéfiants officieusement, on peut toujours le dénoncer. Et quand ils sont là, quand la police est là, et que c'est autorisé, là on est quand même devant un problème. Et on ne le voit même plus parce qu'on a l'impression d'avoir gagné. Même des vigiles qui vont revenir. Non, on a gagné. C'est pas important. Si on revient, c'est important. Mais le problème, c'est qu'il y a la police. Donc, spectacle. Oui, mais elle était là officieusement. C'est-à-dire que si tu attrapes plus ou moins les gens qui sont là officieusement, tu peux toujours le dénoncer et demander qu'est-ce que c'est. À partir du moment où c'est officiel, tout le monde savait que la police était là avant, et on s'en fout comme dans 40 ans. Tout le monde sait que la police est là maintenant, et il faudrait qu'on s'en fout. Ah, écoute, non. Là, je crois que tu as tort, je sais pas. J'arrive pas à penser comme ça. Quand vous dites que le principal truc c'était les vigiles, vous pensez quand même... J'ai dit le plus voyant. Hein. Le plus voyant, bien sûr. Non, là où je me sens pas d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, il y a une grande différence. Une grande différence même de nature. Entre un État, on ne peut pas dire simplement, ah ben oui, il y a des flics, il y en a toujours eu depuis 68. Ça c'est vrai, mais ce qui compte, c'est pas du tout la même chose que l'état d'indicateurs qui traînent dans la faculté, qui renseignent la police, ou même de policiers qui sont là à titre officieux, ou bien cette espèce d'officialisation de la présence d'une brigade spécialisée agissant en qualité, et à qui l'université est ouverte. Ça, c'est quand même un fait nouveau. Alors, autant je vois vaguement des petites choses même à faire immédiatement si l'histoire des vigiles est ramenée au premier plan. Que faire quant à cette question de la brigade, qui est une toute autre question? Et si c'était une provocation pour arriver à... Il y a 2 points qui m'intéressent. Le premier, c'est celui qui regarde dans l'autorisation du Conseil pour que, dans la brigade offerte, il n'y ait aucun contrôle du Conseil sur la brigade. Et que, le dernier point, je me rappelle très bien quel était celui
cas la brigade des n'arrive pas à régler ce problème, on va examiner de nouveau cette question. C'est-à-dire qu'il je crois, logiquement, on va mettre en place, c'est-à-dire les mesures vont être prises précédemment. Donc ça, le problème se situe. Ah, tu penses qu'il y a relais entre les deux, qu'il y a une espèce de... Oui. Oui. Quoi, j'entends pas. On n'entend pas. C'est bien qu'ils viennent à Vincennes. Et tout le monde s'imagine, je sais pas tellement quoi qui se passe ici, mais qu'ils viennent. Ah oui, non, c'est fou. On parle que de ça. Oui, là, en effet, à mesure que l'on parle, quand même, des toutes petites choses deviennent un tout petit peu plus claires, parce que il me semble que se dégage un peu de tout ce qu'on vient de dire, que c'est en effet une opération facile à comprendre, qui consisterait juste au moment où le problème de la drogue n'est plus un problème, à supposer qu'il l'ait jamais été, n'est plus un problème avant tout universitaire, qu'il a pris un tout autre aspect, ce qu'on appelle en gros un aspect municipal, que c'est à ce moment-là qu'est reconstitué un mouvement qui dénonce l'université et la nôtre en particulier comme pourvoyeuse de drogue. Alors, en effet. Quoi ? Finalement, ce que les gens, là, si on admet que ce que fait le Conseil, ce que fait tout le monde progresse à la population française, ce qu'on fait c'est que voilà, il y a des gens qui commercent de la drogue, qui sont en connexion avec ces problèmes qui tendent vers la faillite de la drogue chez les jeunes, en vieux, et on leur dit en temps, et même, on ne parle même pas des gens qui fument, on parle vraiment des trafics, on leur dit les trafiquants, ceux qui sont au centre du déploiement, les brebis galeuses, des gens qui se battent, et ben on les enlève, on les enlève. On les enlève. Et alors là, on voit la réaction. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y a une telle décélération, des faveurs comme ça pour des problèmes pareils, que les gens ne vont pas réagir. Parce que toute cette affaire, ça passe. Mais tout ça ne nous dit pas ce qu'on doit faire finalement. Ce qu'on peut faire. Et pas simplement à l'Institut de philosophie ici, mais à Vincennes et ailleurs. Non, oui, si on fait quelque chose, nous, ça n'aura aucune portée. On part de ce qui nous était confié, à savoir que il est quand même pas mauvais d'en parler dans chaque UV pour voir ce qui en sort. Alors on se donne le cadre, par exemple, d'une UV quelconque, la nôtre. Hein, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Alors ça dépend aussi de ce qui se passe dans les autres UV en même temps. Alors encore une fois, moi j'en suis là, je vois de très, enfin, c'est pas grand, mais je vois un petit ensemble de ripostes immédiates à l'histoire des vigiles. Je ne vois pas actuellement, s'ils ressortent, oui, je ne vois pas de riposte immédiate à la présence de la brigade. Je pense qu'il y en a au moins une qui Oui. n'est même pas appliquée, c'est celle de refuser de faire recours. Hier, Refuser de quoi? Il y avait déjà des départements qui avaient repris leur cours. Ouais, en littérature par exemple, et en anglais. Je sais pas qu'il y en a d'autres. C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire,
pourriez avoir les flics là dans la salle, on continuerait à faire recours. Bah, tant mieux pour eux. Où est le seuil? Moi, je peux répondre pour moi, par exemple, en mon nom personnel, mais en mon nom personnel même, je dépends de vous. C'est-à-dire, il faudrait que là, on soit d'accord. Moi, je me dis ceci. Faire, par exemple, refuser de faire cours parce que la brigade est dans l'université et ne se manifeste pas de manière visible. Ça me paraît comme un peu faire grève à titre personnel, c'est-à-dire quelque chose de dénué de sens. Pour moi, le seuil, ce serait, il y aurait deux seuils. Il y en a un qui est tellement grand que pour moi, les choses vont de soi. Le plus grand, c'est que soit ici, soit dans une UV quelconque à Vincennes, un membre de la brigade se manifeste en tant que tel. C'est-à-dire fasse une intervention, une interpellation, une fouille, etc. Comme tu dis, ça risque très peu d'arriver, sauf s'il y a un coup monté. Si c'est dans les couloirs, et si ça concerne un étudiant ici, pour moi, c'est le même seuil. Si ça concerne un étudiant d'une autre UV, ça dépend plus de vous, là, ça dépend plus de l'ensemble. Mais je crois que ce serait également le même seuil insupportable. Donc, à cet égard, j'attends presque, pour moi, la définition du moment où j'estimerais ne pas avoir les conditions possibles de faire cours, c'est qu'il y ait une intervention dans une UV ou à la sortie d'une UV. Alors évidemment, qu'est-ce que le problème reste entier que tu poses? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un soir, même quand la fac est fermée, etc., il y a une interpellation d'un type qui n'appartient pas à la faculté, par exemple? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais? Là, j'avoue, j'ai beaucoup moins de positions prises d'avance parce que, à ce moment-là, je dépendrai beaucoup plus aussi des réactions et des étudiants et des autres professeurs. Oui, sûrement, oui, ça n'a rien fait, oui. Aussi voir le truc comme ça. Ouais, c'est l'affaire de la brigade des elle vient, elle nous dit alors vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire que là maintenant, la légalité républicaine, à savoir que ne peut jamais admettre maintenant la police dans la classe. Ou alors sur le plan individuel, à savoir que ce soit arrivé avec. C'est le plan des principes qui est mis en jeu. Ouais. Ouais. C'est pas seulement le plan des principes, c'est aussi, encore une fois, la question que faire. Parce qu'encore une fois, dire, dans ces conditions, je ne fais pas cours, c'est comme si moi tout seul, je disais, je vais faire grève. Ça me paraît... c'est quand même très différent de s'il y a interpellation quelconque d'un étudiant au moment où fonctionne soit tel UV, soit des UV en général, où là, ça me paraît un autre seuil, quoi. Alors, autant dans le second cas, j'ai aucun problème. Dans le premier cas, ça me paraît plus compliqué parce qu'il me semble qu'on dépend forcément plus d'un mouvement général. Les premières actions d'avoir, c'est d'abord sans complexe, parce que le problème est très complexe. Il ne peut pas être quelqu'un dans de la farce vis-à-vis des masses médias et ainsi de suite. Parce que là, on est... C'est possible. On est en réaction, c'est prêt à agir d'une façon sans complexe. S'il y a les vigiles, on s'en va ailleurs faire les cours, dans la nature, pour essayer déjà de montrer aux gens qu'avant tout, nous sommes là. Oui, ça a un avantage, ça fait cours ailleurs, à mon avis, ça a un avantage, puisque à ce moment-là, ce n'est pas une position où je fais grève. Oui. On est là pour continuer. Ça répond aux vigiles, ça. Oui, non. Les vigiles, c'est une affaire bien de chez nous, c'est-à-dire que c'est universitaire, on se trouve bien dans la cité universitaire. Alors on se dit, quand même, à Vincennes, c'est un précédent, on n'a jamais eu de vigile, pourquoi c'est des vigiles et on est 5, ça va très bien. C'est peut-être même pas... Là, c'est vraiment, c'est plus la non, c'est même pas... À quoi ils répondent? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, leur impact n'est pas le même. Ah bah je suis bien d'accord, c'est pour ça que je demande. Oui. C'est bien ça. Hier, dans le Grand Amphi, il y avait 1500 personnes qui paraissent. Aujourd'hui, il n'y a pas 1500 personnes, personne n'est venu voir. Oui, ça a disparu, c'est très curieux ce truc, et puis tout disparaît. C'est pour ça que je disais parce qu'on sait que c'est une affaire bidon. Ouais. Ils savent même pas le nom. Encore une fois, ça aurait pu ne pas être une affaire bidon.
Il y a 3 mois à l'UNESCO. Mais le silence, c'est pas moins que... Les masses médias par les journaux. Je crois que vous pouvez répondre aussi par les journaux et qu'il y ait des gens qui engagent leur nom. Il y a 3 mois à l'UNESCO, T'es compris spécial a été formé, demandant à tous les départements de leur donner tous les résultats de leurs recherches depuis 10 ans sur la drogue. C'est-à-dire, il y a une campagne, non pas seulement nationale au niveau de la France, mais au niveau de toute la communauté européenne, pour régler ce qu'on appelle actuellement le problème de la drogue, qui a opposé plusieurs départements, celui de la démographie, celui de la médecine, celui de la sociologie et beaucoup d'autres départements, la protection des jeunes, des choses comme ça. Cette action est à Vincennes, elle doit relever, elle doit continuer à relever du conseil de l'université. Donc le problème de la drogue ne pourra jamais être vraiment résolu. C'est vraiment un problème. Ils ont arrêté des projets plus importants cette année. Oui, mais Kandjar, notre problème depuis le début, je pense que tout le monde l'a compris, n'est absolument pas le problème de la drogue. Notre problème depuis le début, y compris la présence de la brigade, y compris les vigiles, etc., est un problème qui concerne la normalisation de Vincennes et ce qui se passe à Vincennes. Ce serait un trafic qui ne serait pas de drogue et un autre trafic, le problème se poserait de la même manière. C'est que c'est le prétexte actuel pour cette remise en ordre de Vincennes. Il faut savoir combien on peut accentuer une action de ce genre. Si on va vraiment essayer de tout voir à la fois, ça va paralyser le travail à la faculté et nous mettre dans des situations... Je comprends pas ce de qui parle. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ouais. Ouais. C'est le seul endroit où on va se reconnecter avec les enseignants. C'est là où c'est pas une question de... Oui, il vaut mieux pas répondre. Non, complètement. Mais encore une fois, le pseudo-problème de la drogue ne vaut pas du tout en tant que tel dans tout ce qu'on a dit depuis le début. Non. Oui, oui, mais enfin, je tiens à le redire, oui. Le problème des étudiants étrangers, c'est quoi? C'est une atteinte à l'égalité. Ça commence par des étudiants étrangers, ça va passer par les élites, puis ça va passer par les non-bacheliers, puis etc. Jusqu'à avoir le nombre voulu d'étudiants à Saint-Denis. L'élimination, bien sûr, de la situation de département qui n'intéresse pas le pouvoir. Quels sont les procédés d'après toi C'est la plus de la provocation maintenant. C'est fini tout ça, la provocation, ils l'ont dépassé. Maintenant, ils passent à l'action. C'est fini, même si on retire ces places, c'est fini. Le procureur ne va pas revenir. Il y a le faux, c'est un peu... Non, mais ça c'est autre chose. D'accord, ça n'en serait pas moins quelque chose de très très important si le président retirait sa plainte. Ça ne sauverait sans doute pas les types, ça va de soi, mais ne serait-ce que pour l'avenir, ce serait un gain très 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 important. Alors ce dont j'ai peur, et ce dont je ne sais pas, mais je crois que depuis 8 jours, Châtelet s'en occupe beaucoup, c'est savoir au juste qu'est-ce que représente notre, en gros, si je peux appeler ça comme ça, notre courant par rapport à l'ensemble de Vincennes. Je crois, et j'aurais voulu savoir, il n'y a personne qui fasse de l'histoire ici. Je crois que le département d'histoire a produit des textes de protestation. Personne n'est au courant des textes du département d'histoire. Oui. Oui. Tu l'as lu? Oui. Ouais. Seulement, en effet, à part ce moyen évident, qui est protestation auprès du Conseil, protestation des profs auprès du Conseil.
vous avez déjà signé une lettre qui était relative Oui, oui, le département de philo a fait une lettre, oui. Uniquement sur les vigiles, hein. Oui. Non. Et hier, en cours, nous avons commencé à rédiger deux lettres relatives à la brigade d'explication et aux plaintes. Et je vais vous demander si vous en avez fait part. Ah bon, ah bon, ah bon. Hier alors. Et alors, il s'est chargé de la mettre... Il l'a fait parvenir immédiatement. Ah, il l'a portée à Berlin. D'accord, oui. La première lettre relative au vigile a été portée à Merlin. Mais ensuite, nous avons décidé dans l'UV, nous avons commencé à rédiger deux lettres relatives à la brigade de stupéfiants, c'est-à-dire à la police, et relatives aux plaintes qui ont été posées contre les étrangers. Bon. Et des lettres adressées au conseil alors, ou à Merlin. Et je crois un journal aussi. Parce que oui, il y a le problème. Chacun a rencontré un journaliste et il a dit qu'il a donné la lettre. C'est ça, un type de l'AFP, il a dit. Oui, oui. C'est très marrant parce que les gens ils voulaient absolument le retrait de gaz. Il y a des gens qui partent toujours, c'est toujours pareil, qui veulent faire la révolution, qui veulent que les masses se lèvent, aller faire des manifestations, machin. C'est encore une AG qui a été complètement foireuse. Parce qu'une fois que Merlin est venu et a dit, bon, de toute manière, moi j'ai décidé ça et c'est comme ça, tout le monde est parti En effet, on tourne autour de... C'est quand même pas beaucoup. Je veux dire, la protestation auprès du Conseil, d'une part, c'est pas grand-chose, il en a vu d'autres, le Conseil, et d'autre part, l'inconvénient est que il est assez probable que ça montrera que les protestataires sont malgré tout une minorité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Oui, si la protestation est vraiment soutenue par les étudiants aussi. Oui, mais le problème, c'est que dans un lieu de travail, le lieu de travail, il appartient à la population. Le seul moyen de se faire entendre du travail, surtout quand c'est en dehors des pouvoirs institutionnels, c'est d'utiliser le personnel et le terrain. Quand c'est un terrain. Si la socialisation ne s'organise pas, il y a toujours des moyens de se faire entendre pour une minorité agissante, mais c'est tout. Il y a un problème de la brigade des studios, il appelle des choses vachement spécifiques et il se trouve que face à ce problème-là, la manière habituelle de fonctionner d'une AG n'est pas capable de répondre puisqu'ils ne peuvent pas inclure ça comme mot d'ordre dans leurs problématiques. Alors, c'est pour nous plus tout ça. Donc, les alliés naturels sont concernés par ça, à savoir les gens qui sont prêts à relâcher propre sur le terrain de l'attaque, ils sont disqualifiés parce qu'ils sont proprement incapables. Et ce qui est très bizarre, à cette Assemblée Générale... Attends, tout de suite, hein. Ce qui est très bizarre, c'est qu'ils ont mis une énorme énergie pour aller chercher le Conseil, et puis une fois que le Conseil a été là, et que Merlin a dit qu'il n'accordait que le premier point, et qu'il n'accordait pas les deux autres, il n'y a eu aucune protestation, parce que je n'ai rien entendu, les gens sont sortis, c'était fini. C'est tout fait. Moi j'étais à la porte. Mais après vous n'avez pas protesté. Oui, mais moi j'étais à la porte, j'étais coincée, je pouvais pas rentrer. Mais nous n'avons pas. Non mais écoute, dans l'ensemble on n'a pas protesté, voilà. Oui, tu disais quoi? Il y a un principe à réactiver, c'est Vincennes, université pour tous. Oui, pour tous, ça veut dire non-bachelier, étranger, auditeur libre. Ça, on est bien d'accord. Mais, visiteur, c'est auditeur libre ou promeneur libre, quoi. Promeneur. Oui. Deuxièmement, c'est que Merlin, en tant que quelqu'un qui est en train d'exécuter avant d'entendre. Parce qu'ils ont décidé quoi. Ils demandent pour le vigile avant que le rectorat ou le gouvernement décide. Alors ils sont là pour exécuter quoi les coups.
Ouais. Ouais, notamment dans ce texte de Merlin, une phrase, moi, me fait presque froid dans le dos. Parce que, à la suite de toutes les mesures annoncées, le texte se termine par « Enfin, une large information sera menée à l'extérieur. » Par qui, puisque, une fois ces mesures mises en œuvre, pour faire savoir que l'université assure ses responsabilités. Alors, en effet, l'université assure ses responsabilités, ça veut dire, il me semble, ça veut dire au gouvernement, à peu près, nous ne poursuivons pas les mêmes buts que vous, mais nous sommes complètement d'accord. En tout cas, nous sommes complètement d'accord sur les moyens. Alors, bon, mais alors je suis bien d'accord sur toutes les histoires de principe, notamment celles que tu rappelles, mais encore une fois, on retourne dans la question. Quoi immédiatement quant à brigade et les plaintes. Moi, je dis quelque chose quant à la remarque que l'un d'entre vous a fait sur l'utilité que pourraient avoir des profs intervenant dans les journaux. À mon avis, il y a déjà de longues années que c'est foutu. C'était encore possible il y a, je pense, 5-6 ans. Aujourd'hui, moi, je vous jure qu'à mon avis, en tout cas, c'est devenu impossible car les journaux ont changé radicalement de structure. Si vous prenez un journal comme Le Monde, il n'y a même plus l'équivalent de ce qu'était dans l'ancien monde la libre opinion, où un pauvre type donnait son avis. Et c'était encadré, il y avait le titre libre opinion, il n'y avait pas de commentaire. Les journaux ont inventé de nouvelles techniques qui me semblent très, qui vont de soi, pas formidables, mais très très efficaces. Le Monde a inventé par exemple sa seconde page particulièrement grotesque, qui fait notre joie à tous chaque fois qu'on le lit, qui est vraiment l'idée comme un dépotoir d'un journal. Bon, supposons que quelqu'un arrive à faire passer. On le fout dans cette seconde page. Bien entendu, n'importe quel exemple, Châtelet, Lyotard ou moi, on arrive à faire passer un truc sur la question de Vincennes actuellement. C'est évident qu'on nous foutra. Et ça, à mon avis, il n'y a plus qu'un moyen d'intervenir dans les journaux actuellement, c'est sous la forme payante. Sous la forme le placard payant. Or, c'est très très cher. D'une part, c'est très cher. D'autre part, je ne suis pas sûr que ce soit très très efficace. Oui. Et, ouais. Vincennes répond. Ils ne sont pas forcés puisque ça ne vaut le droit de réponse que si Lyotard était pris à partie. Ils ne le publieront pas. Ils ne le publieront pas. Il n'y a que Merlin qui peut. Or, on peut penser qu'il ne le fera pas. Le commentaire de Laurent ce matin est encore plus virulent. Qu'est-ce qu'il dit, Laurent? Incroyable. Alors là, je parle dans des termes inimaginables. C'est affiché sur les murs. Encore on peut parler de ça. Quel mur? C'est Vincennes en gros, c'est pas très grave. Vincennes, le plus drôle, quelque chose comme ça. Bon. Non, moi je crois que c'est possible ça. Faire court dans une épreuve de force, faire court ailleurs. Mais encore une fois, ça ne peut pas tenir longtemps. Et, là j'ai un plan génial. Quoi? oui, et c'est pas sans danger, vous avez raison, c'est pas sans danger. Ouais, t'as un plan. On fait un scoop sur
Merlin en train de fumer. Devant des journalistes, évidemment, et en essayant de trouver les gens de la brigade des stups, on prend Merlin, on le ligote, on met un gramme de quelque chose, et on le livre au stupéfiant. C'est lui qui est à l'origine de la figure. Et on fait enfin quelque chose à l'italienne. Alors, t'arranges ça. Tu fais quoi, toi? Ce sera déjà ça, on verra pour le reste. Chaque pour la farine, il y On a verra la pour le reste. farine, tu crois pas. Alors en effet, la chose en effet que quelqu'un vient de me rappeler, c'est qu'il y a d'autre part ces textes qui sont en préparation, là, par Châtelet. Mais là encore une fois, c'est simplement la petite filière. Ça consiste à donner des textes au conseil, des textes de protestation. Actuellement, c'est une affaire qui n'a pas l'air très accélère pas pour l'instant. Si l'affaire en venait à s'envenimer, je pense que le seul endroit où on puisse la trouver, en dehors des inconvénients des grandes manifestations et des grandes mobilisations, c'est finalement Faire des tracts à ça. Ouais. Non, mais déjà la distribution de tracts à Vincennes serait très très bonne. Ça a été fait ou pas là avant? Il y a eu beaucoup de tracts ou pas? Je pense que la question n'est. Je pense que la question. Je pense que la question n'est pas de répondre au problème soulevé par le Conseil et Merlin par des tracts. La preuve nous est donnée hier, c'est que même avec la pression très forte des étudiants qui sont même occuper le Conseil, ce même Conseil n'a pas pu décider qu'il se rende à un seul point sur trois. Je ne sais pas, vous n'êtes pas au courant, la porte a été cassée, les gens rentrent par la fenêtre, sortent par les fenêtres, le Conseil a été pris d'assaut, à tel point que la discussion a été interrompue. Donc je pense que la question des tracts, c'est complètement absurde, ça n'a aucun effet. Parce que ce qui est un peu gênant, c'est qu'il n'y a pas une réelle réaction contre la brigade des stupéfiants et le troisième fait des procès, tu vois. Alors que les vigiles, ça a soulevé véritablement une action, tu vois. Oui, ça c'est très important, oui. Ça ne passe pas quelque chose. Donc ça veut dire que les gens, à l'intérieur même de l'université, ne sont pas véritablement concernés par cette affaire, et même s'ils sont concernés, ils préfèrent s'en passer, tu vois, parce qu'en plus, ils ne sont pas fait comme ici, tu vois. Eux, quand ils rentrent à l'université, c'est pour aller en département de littérature ou d'anglais américain, il faut les voir, les départements de littérature américain. Il y a l'idée à la fin, ça n'encourage pas, quoi. Ils ne sont pas très encouragés. Moi, je crois qu'il y a quand même un problème. Maintenant, s'il y a un problème, il faut bien parler avec les gens, tu vois, avec les gens de la fac, je ne parle même pas les gens de l'extérieur. Et si tu ne parles pas avec eux, c'est même pas la peine d'envisager un problème. Voilà justement ce que j'étais en train de dire, c'est qu'ils ont réussi par la normalisation, les examens, à démobiliser les gens sur... Ça, par exemple, c'est un problème très important. Parce que à la radio, dans les journaux, depuis presque un an, il y a des articles qui sont écrits où ils tentent tous presque à dire maintenant dans les universités et dans les lycées, les lycéens ou les étudiants sont disciplinés, normalisés, passifs. Ils consomment du savoir, ils veulent du travail, ils veulent leur avenir. Donc, si l'on est, par exemple, Giscard l'autre jour, avec Stoléru et toute sa clique, va en plein amphithéâtre de la Sorbonne pour récompenser les meilleurs ouvriers de France. Et Giscard, il dit, après justement un petit discours de réponse à Lévi-Strauss, il dit aux intellectuels, je vous assigne une fonction critique, c'est votre travail de critiquer, mais à condition que vous soyez réaliste, à condition que le réalisme soit la ligne de votre critique. Et après, il dit, devant tout le monde assemblé, les intellectuels et les meilleurs ouvriers de France, voilà la photo de famille de la France en 1980. Autrement dit, à la Sorbonne, même dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne,
où il y avait eu tant d'agitation et tant de tumulte en mai 68, là, c'est vraiment, même dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, la normalisation. Alors pourquoi ne pas penser, en fonction de ça, qu'un conseil d'université, ici, peut tester à Vincennes la capacité de résistance des étudiants, oui, pour voir si justement ils sont aussi bien normalisés, dressés, domestiqués qu'ailleurs. Autrement dit, leur coup a raté, vu qu'il y en avait 40 qui discutaient au plus avec les vigiles. Donc ils vont mettre une arrière. Oui, d'accord. C'est pour tester votre capacité de résistance. Pauvre Merlin. En tout cas, tout ça, il se dégage quand même quelque chose. L'extrême importance que tous ceux qui peuvent soient là le jour de la réunion du Conseil. C'est le 15, hein, tu dis. C'est le 15, ça, il faut être tous. Il y a aussi un point de tête, il faut faire pression à ce que la réunion du Conseil puisse se tenir un jour de semaine. Parce que le samedi, c'est la catastrophe, la fac est désertée. Donc c'est un point sur lequel il faut réfléchir aussi. Et je pense que c'est étudié minutieusement dans le but d'appliquer quand même oui, même, oui, mais... Ils ne sont pas bons, les mecs. Si on est mobilisé, on le sera aussi lundi. Si on est mobilisé avant, on le sera lundi. C'est-à-dire que les gens auront le temps de réfléchir dimanche pour agir le lundi. Il n'est pas question. Et je pense qu'il y avait un camarade qui avait proposé une chose assez intéressante, c'est de mettre une radio, enfin de mettre des haut-parleurs ici à la place, pour informer quotidiennement les gens et pour poser véritablement le problème. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. En tout cas, encore une fois, même si la réunion est maintenue le samedi 15, hein, même si elle reste un samedi, je crois que c'est essentiel d'y être. Oui. C'est-à-dire le danger, c'est que, tenant compte de la population vincenoise qui est quand même ouvrière, qui travaille, donc il y a bien qui va proposer le dimanche, je pense quand même que ça va se solder par une véritable catastrophe qui laissera comme ça une nuit pour un conseil qui a rien de reprendre tout simplement les décisions qui ont été votées. Il n'y aura plus aucun changement parce que moi j'ai fait l'expérience hier avec toutes les pressions que nous avons faites. Ça n'a pas donné un résultat quand même. Parce que les gens étaient paumés, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient réellement. Si. Il était convenu de ne pas dissocier les 3 points. C'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord. Ils ne savaient pas, ils tâtonnaient, ils ne savaient pas où se poser. Moi je pense qu'en posant réellement le problème durant ces 15 jours, on peut faire pression. Pas faire pression spontanément. Si l'objet c'est de faire pression, de retire son astreinte, la brigade des stupéfiants, parce que la plainte, c'est un avantage, c'est-à-dire qu'ils vont faire le coup de retirer les stupéfiants le 15 mars, dire mais la plainte, non. Non, mais les pressions, à force de parler de pression tout court, on ne sait plus de laquelle on parle. Parce qu'il y a des pressions de tout ordre. Il y a par exemple, on nous signale qu'il y a une pression très précise à opérer, et sous quelle forme, exiger que le Conseil ne se tienne pas un samedi. Bon. Ça, c'est déjà un type de pression. C'est très différent de la pression, en plus, sur le contenu des décisions du Conseil. Mais il y a ce problème, en effet, du samedi. Parce
façon, l'aspect tactique, si tu veux, de la programmation de la réunion du conseil samedi n'est pas à laisser passer comme ça. C'est pas de la camarade. C'est sûr, c'est le calcul. Tous les bourgeois qui partent en week-end ne sont pas là, tant mieux. Exactement. Non, tous les bourgeois qui vont en week-end ne sont pas là, et tant mieux, tant mieux. Ah oui. Exactement. Oui, ce serait bien si c'était tout à fait vrai ce que tu dis, mais parmi les gens qui partent en week-end, il y a des types qui ne sont pas des bourgeois. Oui, mais on retombe toujours dans le même petit cercle. Que faire, par exemple, pour exiger, point précis, que la réunion n'ait pas lieu samedi? Que faire, sauf des adresses au conseil? Qui dira qu'il est libre de son ordre du jour, qui inventera toutes les raisons pour dire qu'il ne peut pas un autre jour que le samedi, etc. etc. Alors on les empêche de se réunir. Donc tout le monde vient le samedi. Ouais. Donc, à nouveau, il faut que tout le monde vienne le samedi. Aussi l'occupation, l'occupation suffit. Par contre, ce qui va rester pendant, c'est le procès. Alors encore une fois, c'est pas les adresses, c'est quand on dit écouter les adresses, si jamais je me sens par exemple plus important, je me rappelle de même, si Merlin représente les plaintes ici, alors à Saint-Denis, ça va être un massacre des plaintes. Sans conseil dentaire, sans conseil de si s'engager à ce niveau-là, on va envoyer un précis conseil. Le conseil, il faut voir, c'est un idée. Ben oui, mais écoute, on est tous d'accord là-dessus, puisque quand on parle d'adresse envoyée au conseil, c'est justement pour dire si on n'a que ça, c'est risible. Oui, ça, tout le monde est d'accord sur ce point. Pour manœuvrer le conseil, il faut faire signer un papier, ça se passe au prix. Ça se passe à un Merlin, il a une seule passion, c'est longtemps. Il faut vraiment faire ça. J'ai jamais vu Merlin se faire marcher l'arrière, alors qu'il ne peut pas. Moi je pense que en tout cas le conseil, comme on disait, il n'y a pas tellement lieu. Il y a des nuances, mais c'est tout. Le conseil actuellement, par rapport à ces deux problèmes-là, c'est pas le problème, c'est pas au conseil qu'il faut adresser. S'il faut s'adresser à quelqu'un, s'il s'agit de s'adresser à quelqu'un, c'est de s'adresser aux gens. Merlin, il n'en fait pas partie du conseil? Si, oui. Parce que parler à Merlin comme ça, et nous, Merlin, pour toutes les idées, je pense que pour toutes les idées qui se réunissent pour savoir ce qu'elles peuvent faire, elles n'ont pas le droit de se s'adresser à Merlin. Il faut passer par... Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est très simple, c'est mettre un porte-à-porte. Ou alors faire des tracts. Il faut voir, avoir de l'imagination, d'accord. Les fois précédentes, souvenez-vous, pour l'affaire des chargés de c'est une affaire qui a démarré parce qu'il y avait... Mais la politique, c'est un manque radical. Si personne s'y intéresse, on ne peut pas se retrouver subitement comme en mars 60. Oui, mais pourquoi tu dis ça là? On est tous là depuis 2 heures. Il semble qu'on s'y intéresse très vivement. Donc, au moins ceux qui sont là, oui. Oui, je suis frappé, notamment ce qui vous donne raison, c'est que d'habitude, il y a nettement plus de monde. C'est déjà un peu inquiétant, mais il y a beaucoup de types qui ont dû se dire, bah oui, beaucoup d'auditeurs libres qui ont dû se dire, ça va pas aujourd'hui, oui. Le bruit est un parasite. Ouais. C'est curieux qu'au moment où il y a vraiment un truc tout à fait nouveau, je veux dire que 77, ça avait fait beaucoup de personnes qui s'étaient passées directement entre Berlin et la France.
Alors que là, on est mis dans cette histoire-là, c'est la fatigue. Et c'est vrai qu'on a presque intérêt, à partir qu'on sent bien, c'est se continuer avec quelque chose qui est non, parce que l'amphi était quand même plein, au début c'était pas la partie. Ouais. Lyotard, il a son UV quel jour? Le jeudi, non? Jeudi soir. Jeudi soir, hein. Je cherche comme des points de repère où on pourrait. Donc, il y a les thèses de Châtelet qui ont été esquissées hier. Il y aura l'UV de Lyotard jeudi. Je me dis, qu'est-ce qu'on a comme point de rencontre possible d'ici le 15, hein. Donc, urgent, en effet, urgent de chercher des moyens pour cette première pression que le Conseil ne se tienne pas un samedi. S'il se tient quand même un samedi, encore plus urgent d'y être extrêmement nombreux. On a parlé d'envoyer les adresses au Conseil de faculté, mais est-ce qu'il ne serait pas plus efficace de s'adresser à chacun des membres Personnellement et de demander à chacun de ses membres de s'expliquer devant le département auquel il appartient. Moi, je pense que ce serait utile. Sauf que je suppose que certains départements les acquitteront d'avance, c'est-à-dire diront qu'ils n'acceptent pas cette procédure. Non, mais je ne pense pas que tous les étudiants, même des départements normalisés, soient d'accord. Ça, je ne pense pas. Il faut quand même faire confiance aux étudiants si nous ne faisons pas confiance à la direction de département. Je pense que cette espèce de collectivité anonyme, le conseil auquel on s'adresse, c'est rien du tout. Mais chacun des membres, ça a notre avis. C'est vrai ça, c'est vrai. Je pense que parler des membres du personnel un à un, là aussi c'est tombé dans l'erreur. Car les membres du personnel ils forment aussi, je sais pas, des microstructures à l'intérieur même des conseils. Ils sont bien structurés, ils appartiennent à des partis, à des syndicats, ils ont des positions politiques communes. Donc c'est une toile d'araignée bien tissée qui est vraiment difficile de défaire. Ça n'est pas tellement parce qu'il y a la personnalité de chacun qui n'est pas tellement fier d'être mis en vedette et d'avoir... Non, c'est-à-dire qu'ils sont tout de même sensibles au fait d'être mal à l'aise dans une position comme celle-là. Et que c'est que la mettre en valeur, c'est... Mais il n'y a pas de contradiction entre la politique de celle du Conseil, par exemple, parce que ce sont des organisationnels, avec celle de faculté par Merlin. Sauf que Merlin, il arrive à dire tout haut ce que les autres ne pas. C'est ça, Merlin, c'est un personnage, il rajoute un petit peu, mais il ne faut pas se faire division. Et on a eu l'exemple, par exemple, de Saint-Céline, il a fallu faire une pression pour que tout le Conseil revienne sur sa décision. Et Merlin, je ne peux pas oublier que Merlin avait dit aussitôt dit au point, c'est-à-dire qu'il était question de démissionner. Finalement, il n'est pas revenu sur ses décisions. Ce qui prouve que Merlin, il ne veut pas céder. S'il n'y a pas une pression sur le Conseil, il ne cédera pas. Et il faut voir que l'ensemble des organisations qui sont représentées dans le Conseil, qui sont tout à fait d'accord avec sa politique, qui veulent la normalisation, qui veulent le transfert, et se faire, à mon avis, il ne faut pas trop polariser sur Berlin, mais laisser de côté les organisations. Voilà, je pense là aussi, dire que les membres du parti, ce sont des personnes tout simplement comme vous et moi, c'est complètement faux. C'est une lutte acharnée de tendances à l'intérieur. La preuve, c'est pas un hasard si telle ou telle tendance, les décisions se prennent toujours d'après le rapport de force. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Ce ne sont pas des personnes comme ça, prises comme ça dans des départements où il y a un jeu politique, il y a un intérêt politique réel qui fait que
Oui, oui, organisé oui. de manière bien structurée. Mais il y a aussi des choses, des faits réels. Je parle tout seul, par exemple, regardez, Merlin, il est positionné, paraît-il, sur l'idée de rester à Vincennes. Même carrément qu'il y a une fraction du conseil qui s'appelle Gardner. Oui, Après, c'est bien. ça c'est la minorité du conseil. Ces gens-là. Mais bizarrement, c'est d'un type de cette minorité qui est venu. Mais d'accord, Hein. attendez un instant. Attendez un instant. Donc il y a des gens qui sont pour rester à Vincennes. Mais, Non, puisque notre question, c'est ceux qui disent qu'ils sont pour rester à Vincennes, est-ce qu'ils y croient? Moi, je penche pour ils y croient pas. l'appellation reste parce qu'ils ne prennent pas à charge pour eux-mêmes de dire nous on n'y croit pas. C'est-à-dire que c'est aux étudiants de savoir s'ils y croient ou pas aux administratifs. Ou alors À Vincennes, ça ne s'est jamais fait autrement, quoi. Ou alors rester à Vincennes en le normalisant complètement. C'est pour ça qu'on ne peut pas accuser le conseil de publicité parce que là, si on ne voit pas comment la chose fonctionne, le conseil de l'appellation comme ça, carte d'arène, parce qu'à l'époque de la privatisation. C'est clair, chaque année. C'est ça, ce qu'on appelle une minorité, c'est-à-dire garde d'arrêt, c'est pas une majorité. C'est-à-dire que maintenant, c'est eux qui votent quand même la volonté. C'est pas ce genre de truc. C'est marche en plein là-dedans. C'est pas du tout une minorité, la minorité qui va être élue. Maintenant, ils sont élus, ce sont les hommes politiques. Et il faut les regarder parler en Afrique en compagnie, et puis ils sont en instance. Ils refusent de parler ensemble devant les étudiants. C'est le collaborateur de l'esprit féministe, quoi. Alors, il faut voir que Merlin a une tactique tout à fait radicale socialiste. Enfin, il s'allie à droite ou à gauche selon les circonstances. Il peut très bien s'appuyer. Il s'est appuyé récemment sur Bernard Vincennes dans la fameuse motion pour rester ici, dans la motion en janvier, je crois. Et où il verse ça. Gardner a soutenu Merlin contre la classe légale qui était prête à partir à samedi, notamment que ce soit les communistes qui avaient sorti un tract dès novembre prenant position pour le transfert à samedi. Mais et que ce soit la droite de l'insyndicale avec Casson et compagnie, département anglais, qui aussi est des partisans de la samedi. Bon, et donc il y a eu une alliance s'est faite enfin, entre une minorité d'intersyndicale, les gardes d'arrêt, et puis Merlin cette notion qui reste ici. Donc c'est pas de ça. Je pense qu'on tire des conclusions. D'accord, d'accord. Eh ben, moi, les conclusions, uniquement les conclusions que je proposerais, c'est donc, même si on pense que c'est pas très efficace, se tenir au courant, ça je le ferai vis-à-vis de Châtelet, de l'état des textes et de l'usage des textes qui ont été projetés dans son hier avec lui. Voir s'il y a lieu d'en tirer des tracts. Deuxième point, possibilité d'une rencontre à l'UV de Lyotard, ce qui nous donne 2-3 jours, j'imagine. En 2-3 jours, on peut avoir un élément peut surgir, tout ça. Il faut beaucoup avoir, il me semble, des points de rencontre possibles. Possibilité donc, au moment de l'UV de Lyotard, et lui, qu'est-ce que son UV proposera. Important, d'ici même jeudi, d'ici trouver ou chercher ou essayer de concevoir les moyens d'action pour réclamer que le Conseil ne se tienne pas le 15, ne se tienne pas un samedi. Enfin, à quelques moments qu'il se tienne, vraiment y aller tous. Je veux dire, immédiatement, c'est les choses que je vois. Quand même, ce serait mieux pour tout le monde, pour nous, si ce conseil n'avait pas lieu un samedi, si c'était possible d'obtenir. Oui. Bon, et ben, ouais.